Sébastopol, en Crimée, début septembre 1855. Alors que les Français, appuyés par les Britanniques, les Turcs et les Italiens du Piémont-Sardaigne bombardent les défenses russes, l'état-major prépare l'assaut final. Sous la direction de Pélissier, l'armée d'Orient a creusé un réseau de tranchées tout autour de la ville de façon à se rapprocher un maximum de leur ennemi. Les galeries protègent les soldats des bombardements et masquent les intentions réelles du général qui vise en réalité la redoute de Malakoff. Depuis ce bastion, qui surplombe toute la rade, les canons alliés pourraient menacer directement le port et la garnison serait forcée de se rendre. Tandis que toutes les troupes, sur toute la ligne de front, sont lancées à l'assaut de tous les bastions russes, 25 000 hommes sont réunis discrètement devant l'objectif. L'attaque est parfaitement synchronisée et les Russes n'ont rien vu venir, la redoute tombe en moins d'une heure et la guerre de Crimée est une victoire pour Napoléon III. Cependant, tandis qu'à Paris et à Londres, on célèbre déjà la victoire de Sébastopol, un dossier brûlant vient gâcher la fête du gouvernement français. À plus de 3500 km des côtes de la mer Noire, les nouvelles en provenance d'Algérie ne sont pas bonnes car les Berbères de Kabylie se soulèvent contre l'autorité coloniale. Emmenés par des chefs déterminés, comme Chérif Boubegla ou Fatma Ensoumer, ils veulent profiter du départ de l'armée d'Afrique pour conserver leur indépendance. Napoléon III n'a pas le temps de célébrer son triomphe, il doit régler la question algérienne sous peine de perdre le contrôle de sa colonie. Le saviez-vous, si Napoléon disait qu'une armée marchait toujours avec son estomac, fournir à chaque soldat une ration alimentaire a longtemps été un véritable casse-tête pour les généraux. Avant l'invention de l'apertisation au XXe siècle, il n'y avait aucune boîte de conserve et l'eau en bouteille n'existait pas non plus. Alors, que ce soit les soldats de la Grande Armée ou ceux de Napoléon III, leur régime alimentaire tournait autour de pain sec et de viande salée. Pour motiver les soldats, on leur distribuait aussi des rations de biscuits, mais ces petits gâteaux étaient réputés peu digestes au point de leur donner de la diarrhée en fin de journée. En 1891, un député français estime que si la France produisait 12 000 tonnes de biscuits par an, ses soldats n'en consommaient en vérité que 200 tonnes. Pour encourager la troupe, il n'y avait décidément que le vin ou le café qui les maintenait debout. Aujourd'hui, pas de biscuits secs ni de pain rassis, mais plutôt Oli, notre sponsor du jour qui vous propose des boissons énergisantes et des thés glacés sans sucre et sans taurine. Les produits sont répartis en 3 gammes, Ice Tea, énergie et hydratation et ne contiennent que des arômes et des colorants naturels. Par exemple, dans les boissons de la gamme énergie, la caféine est simplement cristallisée pour vous maintenir debout plus longtemps, c'est de la New Caf sans ajout de produits chimiques. Même chose pour les produits de la gamme Ice Tea et ceux de la gamme hydratation, vous faites simplement le plein d'antioxydants et de vitamines naturelles, soit pour vous faire plaisir, soit pour rester hydraté lors de vos séances de sport. Pour moi, aucune hésitation, avec un aigle impérial imprimé sur le paquet, j'ai bien évidemment choisi Raspberry Raptor. C'est une boisson énergisante, goût framboise et citron, que j'utilise à la place du café et qui me donne de l'énergie pour le travail et pour l'exercice. Bref, en cliquant sur le lien juste en dessous, profitez de 5% de réduction sur votre premier achat ou de 10% de réduction sur vos autres commandes. On vous conseille de prendre les packs découvertes pour trouver votre saveur préférée et tout sera livré chez vous en quelques jours. Avec le lien ou directement avec le code Bataille de France 5, un pack et un shaker vous revient à seulement 19,99 €, alors bonne vidéo avec Oli. Fin 1855, dans les rues de Paris et de Londres, les foules en liesse célèbrent la chute de Sébastopol, tombée après un an de siège. La victoire franco-britannique contraint le tsar à demander la paix, même s'il faut attendre quelques mois avant l'ouverture des négociations. Les Russes voudraient repartir à l'offensive après l'hiver, mais ni la Prusse ni l'Autriche n'ont intérêt à voir le drapeau des Romanov flotter sur les palais de Constantinople. C'est toute l'Europe qui semble liguée derrière Napoléon III, un retournement de situation pour Alexandre II, dont le père avait menacé la France 7 ans plus tôt. Même si Saint-Pétersbourg se perçoit toujours comme un géant, même si son empire a la plus grande armée du monde, même si la Russie est depuis 1815 le grand arbitre du vieux continent, elle est cette fois-ci contrainte de baisser les armes. Le tsar accepte un traité qui consiste à démilitariser la Crimée et à renoncer à sa légendaire flotte en mer Noire. Le rêve de Pierre le Grand et d'un accès aux mers chaudes semble perdu pour toujours, ou du moins pour les prochaines décennies. Maintenant, côté français, quel est le véritable bilan politique et géopolitique de la guerre de Crimée ? Plus de 100 000 soldats sont morts au cours de l'opération, ce qui en fait un conflit extrêmement coûteux en termes de vie humaine. Pour autant, malgré les larmes des familles endeuillées, l'opinion publique semble complètement conquise par son nouveau souverain. Non seulement la gauche se satisfait de ce camouflet porté aux Romanov, c'est-à-dire les défenseurs en chef de la noblesse européenne, mais la droite se réjouit en plus du maintien du rôle de la France en Orient. Si la Russie avait gagné, elle aurait sûrement remplacé les Français dans le rôle traditionnel de protecteur des lieux saints et aurait favorisé les orthodoxes aux dépens des catholiques. C'est un peu l'ironie du sort, pour l'Église, qui a toujours été en conflit avec les Bonaparte, l'héritier en chef de cette famille tumultueuse vient sauver leur honneur.
Pie IX transmet d'ailleurs ses félicitations à Napoléon III, une situation plutôt incongrue quand on sait que son prédécesseur avait été séquestré par Napoléon Ier. L'empereur des Français conforte ainsi son statut de réconciliateur, une prouesse politique qui fait oublier les violences contre l'opposition et qui fait taire les critiques. Quant à l'opinion, elle n'a pour l'instant Dieu que pour les célébrations et n'a d'oreille que pour les poèmes que l'on chante aux soldats. La guerre de Crimée est la première de l'histoire à être photographiée et les images d'un genre révolutionnaire pour l'époque font rapidement le tour du monde. Le gouvernement s'est d'ailleurs s'emparer de ce nouvel art pour s'attacher le soutien populaire, une pratique qui aura de beaux jours devant elle. Néanmoins, malgré l'euphorie des victoires militaires, certains adversaires de Napoléon III ne se découragent pas. C'est le cas par exemple de Victor Hugo, dont nous avions suivi la fuite vers Bruxelles dans l'épisode 1. Depuis la capitale belge, le poète enrage de voir ses compatriotes célébrer le prince, lui qui avait justement été son ennemi juré sous la Deuxième République. En 1852, il publiait même un pamphlet intitulé Napoléon le Petit, dans lequel il prenait parti contre l'Empire. Cet homme, écrit Hugo, c'est-à-dire Napoléon III, aurait fait danser la République. Il ne serait selon lui qu'un filou, qu'un malfrat, qu'un criminel, il serait le dernier des hommes et n'aurait de commun avec Napoléon Ier que son nom. Cette critique acerbe attise rapidement la colère de Paris qui demande au roi des Belges d'exclure le poète, l'obligeant alors à trouver refuge à Jersey. Sauf que là, depuis la plus grande des îles anglo-normandes, Hugo redouble d'efforts pour attaquer le régime impérial. L'opinion a beau célébrer la victoire de Crimée, l'ancien député persiste et signe en publiant un recueil intitulé Les Châtiments. Il y dépeint l'empereur à travers des poèmes tantôt romantiques, tantôt tragiques, mais toujours à charge contre le nouveau régime. Pire, prophétise-t-il, le coup d'État de 1851 serait un crime, et si Napoléon III a pu le commettre, c'est uniquement parce que la France aurait été punie par la main de Dieu. Les deux coups de force des Bonaparte seraient des châtiments, et le fait que les deux empereurs aient été approuvés par plébiscite juste après ne changerait rien selon lui. Dans un élan d'eschatologie lyrique, il pense néanmoins que la France connaîtra bientôt son jour de gloire. Après les deux coups d'État viendra le temps de l'expiation, c'est-à-dire de la fin des souffrances et de la purification de l'âme. Cette fin heureuse, selon Hugo, sera la chute brutale et définitive des Bonaparte. Pour l'instant néanmoins, la prophétie d'Hugo n'a pas encore le succès politique qu'on lui connaît. Le Second Empire est fort, très fort, car ses adversaires ont été écartés de gré ou de force et que l'euphorie des victoires rappelle les heures de gloire de la Grande Armée. Mieux encore, les traditionnels ennemis de la Révolution française, que sont la Prusse et l'Autriche, semblent cette fois-ci aux côtés des Français. Même si le Bonaparte est perçu comme un souverain issu de la volonté populaire, et non de la volonté divine, comme c'est le cas à Berlin ou à Vienne, il a quand même défendu l'intérêt de l'Europe. Ce n'est pas suffisant pour en faire un allié, mais c'est assez pour reconnaître son gouvernement, ou tout du moins pour établir avec lui les relations diplomatiques. En plus, si vous vous rappelez bien de la série précédente, la géopolitique de l'époque est dominée par un système de relations internationales qu'on appelle le Concert européen. Il est mis en place après la chute de Napoléon Ier et a pour but la prévention et la résolution des conflits comme des rébellions. Bien sûr, le fond de l'affaire a toujours été de réprimer la France et ses idées révolutionnaires qu'on accuse d'avoir enfanté les nationalismes du printemps des peuples. Comme les Bonaparte sont perçus comme les rejetons de cette révolution française, le fait que Napoléon III ait cette fois-ci défendu l'intérêt des grandes puissances interroge. En fait, la guerre de Crimée bouleverse complètement le jeu diplomatique car elle achève l'esprit du concert européen. La France contre qui l'Europe devait lutter a défendu l'équilibre des forces, la Russie garante du congrès de Vienne se retrouve isolée et l'héritier du dit tyran est remercié par ses voisins. Napoléon III détruit donc l'héritage qui a vaincu son oncle et remet l'Hexagone au premier plan des relations internationales. Reste à savoir si la fin du système de 1815 ne risque pas d'encourager l'apparition de nouveaux conflits. Alors, voici donc les conséquences de la guerre de Crimée. À court terme, la France sort de l'isolement diplomatique, à long terme, elle redevient une puissance de premier plan sans obtenir de garantie vis-à-vis des puissances centrales. La Prusse et l'Autriche ont rétabli avec elle les relations diplomatiques sans pour autant oublier leur vieille rancune contre les Français. À Berlin par exemple, personne n'a oublié les humiliations de 1806, et surtout pas Bismarck, l'une des figures les plus en vue après le printemps des peuples. La France n'a véritablement qu'un seul allié potentiel, le Royaume-Uni, avec qui elle partage des intérêts similaires en Europe. La question est en revanche de savoir si les deux nations sont vraiment sur un pied d'égalité, car si l'on sait que Paris a besoin de Londres, Londres n'a peut-être pas toujours besoin de Paris. La reine Victoria, malgré toute sa francophilie, ne sera jamais menacée d'invasion par ses voisins de l'Est. La relation est donc cordiale, mais la couronne britannique ne se sent pas solidaire de la couronne française. En 1855, Victoria visite quand même la France et Victor Hugo s'offusque de cette cérémonie. Le gouvernement britannique censure le poète à son tour et l'oblige à quitter Jersey pour Guernesey, d'où il restera en exil environ 15 ans. La lutte contre l'Empire pour lui continue, mais l'expiation que les Français sont censés recevoir attendra quelques années.
Plus tard, peu après l'euphorie du triomphe en Crimée, un dossier brûlant revient sur le devant de la scène. Il s'agit ni plus ni moins d'une énième rébellion en Algérie dont les conséquences pourraient gâcher l'état de grâce de l'empereur. Car oui, même si les Français ont vaincu Abdelkader, l'émir qui avait tenu tête au roi Louis-Philippe entre 1830 et 1847, la victoire n'est pas encore acquise. La plupart des tribus rebelles ont baissé les armes, c'est vrai, mais l'autorité coloniale pénètre encore difficilement dans les régions montagneuses. Et c'est là justement que deux chefs nommés Cherif Boubegla et Fatma Ensoumer profitent du départ de nombreux soldats vers la Russie. Le général Randon, qui a pris les commandes après le départ du maréchal Bugeaud, désormais mort, demande des moyens supplémentaires. L'ampleur du soulèvement surprend ses garnisons et il craint que la Kabylie n'emporte d'autres contrées dans sa révolte. Alors, qui sont exactement les Kabyles et pourquoi se révoltent-ils? En quoi ce peuple est-il si particulier et que doit faire Napoléon III pour le pacifier? Doit-il continuer la politique de ses prédécesseurs, avec conquête, razzia et expéditions punitives, ou doit-il plutôt temporiser pour insuffler un nouveau projet à l'Algérie française? Pour présenter la Kabylie en quelques mots, il s'agit d'une région historique et culturelle située au nord-est des montagnes de l'Atlas, à cheval entre le littoral, Alger, Sétif et Constantine. Elle est notamment traversée par le massif de Djurdjura, dont les sommets culminent à plus de 2000 mètres, et elle est parsemée de forêts, de vallées fertiles et de pâturages. Son climat unique favorise l'agriculture et donc la croissance démographique, et sa géographie facilite clairement la défense. Ainsi, depuis l'Antiquité, les Berbères de Kabylie ont toujours résisté aux influences extérieures. Qu'elles soient romaines, arabes ou françaises, les Kabyles ont conservé une autonomie presque totale au fil des siècles. Ils ont un langage bien à eux, ils ont des traditions politiques bien distinctes, ils ont des systèmes économiques et sociaux bien particuliers qui favorisent leur indépendance. D'ailleurs, juste avant l'arrivée des Français, le Dey d'Alger contrôlait plutôt mal les tribus du Djurdjura. Il aurait conseillé aux conquérants de ne pas trop s'aventurer dans ces montagnes, sous peine de devoir faire face, écrivait-il, à une population guerrière et nombreuse qui déteste les étrangers. L'armée d'Afrique devrait plutôt se contenter de les diviser, car les Kabyles se font souvent la guerre entre eux et d'attiser ainsi leurs tensions intracommunautaires. Même l'émir Abdelkader, qui cherchait pourtant à unifier toutes les tribus d'Algérie, n'avait reçu que peu de soutien de la part des Kabyles. C'est dire ô combien ces Berbères cultivent l'indépendance, et c'est dire ô combien la France ferait une erreur à vouloir les contrôler. Mais comme si l'ancien Dey avait parlé dans le vide, les tricolores ont installé des casernes aux abords des montagnes et se sont rapidement retrouvés sous le feu ennemi. En 1854, un certain Mohamed Ben Abdelmalek, dit le shérif Boubegla, attaque les clans kabyles ralliés à la cause de la France. Randon soupçonne ce guerrier d'avoir servi dans les rangs d'Abdelkader, si bien que son ennemi connaît parfaitement les tactiques de l'armée française. En arabe, shérif désigne un descendant de la famille du prophète de l'islam, notamment chez les musulmans de confession chiite. C'est un statut religieux très important qui lui permet de rallier de nombreuses tribus à sa cause et d'obtenir le soutien d'une certaine Fatma Ensoumer. Celle-ci, connue pour être une descendante de puissants marabouts, c'est-à-dire l'équivalent de saints chez certains musulmans, apporte une dimension quasi mystique à la révolte. Les sources décrivant la vie de Fatma Ensoumer sont peu nombreuses, mais d'après les témoignages d'époque, elle aurait formé des troupes de soldats martyrs. La mission de ces volontaires serait assez simple, aller se battre, parfois torse nu, parfois armés d'un pistolet ou d'un simple sabre, et tendre aux Français des embuscades. On raconte que Fatma aurait également mobilisé les femmes pour encourager leurs hommes à la révolte et que celles-ci seraient actives à l'arrière des lignes. Randon doit donc faire face à un soulèvement populaire et teinté de dynamique religieuse qui menace d'embraser complètement la Kabylie. Alors, sachant que les renforts n'arriveront pas avant quelques années, le général réagit en mobilisant deux divisions. La première part d'Alger au mois de juin 1854, elle est imitée par celle de Sétif qui lui emboîte le pas. Heureusement pour lui, la prophétie de l'ancien Dey s'est révélée plutôt vraie. Les Kabyles se font toujours la guerre entre eux et la France peut directement profiter de ces divisions intra-ethniques pour les manœuvrer. Par exemple, à la fin de l'année, le shérif Boubegla est capturé puis décapité par des guerriers berbères. Il s'agirait ni plus ni moins d'un règlement de compte, car la tribu qui aurait accueilli Boubegla serait en guerre avec la tribu de ses assassins. D'ailleurs, son crâne est rapidement récupéré par la France, qui l'expose ensuite à Paris comme un trophée, et celui-ci sera rendu à l'Algérie en 2020. Ce genre d'échange s'inscrit dans le cadre des tentatives de réconciliation mémorielle entre les deux pays, qui font parfois la une de nos journaux. Quoi qu'il en soit, 166 ans plus tôt, les troupes de Randon sont bien aidées par leurs alliés berbères qui les aident à pourchasser les clans rebelles dans les montagnes. Les villages insoumis sont brûlés, de nombreux otages sont capturés et les vaincus sont contraints d'accepter des accords de paix. Quant aux soldats martyrs de Fatma Ensoumer, Randon les fait charger à la baïonnette et les fait tuer les uns après les autres. Il évite ainsi la contagion du soulèvement, mais la chef rebelle parvient à s'échapper.
Après la victoire française contre les Kabyles, victoire que l'on sait de courte durée, l'heure est au bilan pour Napoléon III. Comme nous l'avions vu dans l'épisode 7 de la série précédente, à peu près tous les Français de l'époque pensent que la conquête de l'Algérie est une erreur. Le Bonaparte ne fait pas exception à la règle, puisqu'il parle lui-même de boulets attachés au pied de la France et qu'il voudrait bien s'en débarrasser. Cependant, comme c'était le cas pour ses prédécesseurs, assumer la responsabilité d'une potentielle défaite lui coûterait bien plus cher politiquement. Reculer serait pire qu'avancer, et ce, malgré le coût exorbitant de l'occupation militaire. Napoléon III hérite alors de cette situation et veut aborder la question algérienne d'une façon bien différente afin de préserver le prestige de sa couronne. L'opinion publique finit également par développer un imaginaire colonial que l'empereur entend préserver voire encourager. Durant les premières années du Second Empire, la politique française au Maghreb central ressemble encore à celle du régime précédent. Pour rappel, depuis les années 1840, l'ancienne régence d'Alger est officiellement ouverte à la colonisation. Cette colonisation consiste à faire venir des colons, de France ou d'Europe, à les rendre propriétaires et à les protéger militairement. Prenons un exemple, le cas de Philippeville, une cité créée de toutes pièces par les Français en 1838. Cet emplacement était occupé par une tribu berbère qui aurait accepté de quitter leur territoire moyennant la somme de 150 francs, du moins selon les sources d'époque. Alors Philippeville, du nom du roi Louis-Philippe, devient rapidement une vitrine de la colonisation à la française. On y compte 3500 habitants en 1842, plus de 5000 en 1850 et déjà 12 000 en 1865. La proportion des musulmans reste faible, mais le conseil municipal construit quand même un quartier pour les autochtones représenté par sa mosquée et son bazar. Plus tard, quand un certain Tocqueville visite la cité, le penseur libéral la compare tout de suite à une ville américaine. Les maisons y ont été construites pêle-mêle, sans aucune harmonie et sans architecture unifiée, ce qui le dégoûte profondément. De plus, les colons qui viennent d'Espagne, de France ou d'Italie ne seraient animés selon lui que par l'appât du gain ou par la volonté de faire fortune. Sous la protection constante des militaires, ils ont d'ailleurs établi des villages agricoles autour de Philippeville pour y faire pousser des produits exotiques. Céréales, vignes, tabac, coton, figues, ces denrées sont vendues à bon prix sur les marchés locaux avant d'être embarquées vers l'Europe où elles sont vendues encore plus cher. La rentabilité de ces villages est extrême, le retour sur investissement est très élevé, si bien que dans toute l'Europe, tout le monde veut aller tenter sa chance à Philippeville. Suite au succès de la colonisation, dont Philippeville en est la première vitrine, la France développe en Algérie des parcs industriels. Elle fait bâtir des chemins de fer, elle fait construire des gares, elle fait ériger des collèges, des marchés, des routes, en présentant ces installations comme la nouvelle modernité. C'est important pour stimuler l'activité, mais c'est aussi l'occasion pour les Français de se présenter comme les nouveaux Romains. Partout, dans les journaux en métropole comme dans les journaux philippevillois, on aime comparer les colons aux légionnaires de Rome. L'esprit colonial est présenté comme un esprit conquérant avec une mentalité d'aventurier qui ressemble à celle de la dernière frontière aux États-Unis. Si vous étiez pauvre en Europe, l'Algérie vous donnerait l'opportunité de vous réinventer en homme d'affaires, voire en aventurier lancé à la conquête d'un pays fabuleux. Le Maghreb devient pour la France ce que le Far West devient aux Amériques, à ceci près que la Californie est remplacée par les ports du Sahara. Alors, dans ce cadre géographique exceptionnel, chacun est encouragé à venir y faire fortune. Ajoutez à cela une touche d'orientalisme, célébrée par les peintres et par les poètes, et l'opinion se prend désormais de passion pour sa conquête. À force de récits de voyage et de campagnes de communication, l'Algérie devient quelque peu la Nouvelle-France dans l'imaginaire collectif. La Nouvelle-France exotique, où la mer Méditerranée n'est plus qu'un lac français, qui met en valeur l'esprit bâtisseur censé animer le citoyen occidental. Bref, très vite, les vieux discours défaitistes sur la colonisation laissent place à des discours opportunistes. Plus question d'abandonner l'Algérie, Napoléon III la considère comme un exemple pour le monde entier et comme la perle de son empire. Cependant, quelle peut être la conséquence de cette colonisation pour les Algériens, ceux qui habitent depuis plusieurs générations sur cette terre? Pour les autochtones, les destins sont assez variés et leur relation avec l'autorité coloniale est toujours complexe. L'ancien maréchal Bugeaud avait tenté de prévenir Paris, il écrivait que la France avait apporté aux Arabes et aux Berbères une révolution cruelle. Les anciens systèmes politiques ont été détruits, les systèmes commerciaux ont été supprimés, tout a été remplacé par la modernité occidentale et ce fut une erreur selon lui. Si les Français se comparent aux Romains, la question est alors de savoir si la France traitera l'Algérie comme Rome a traité la Gaule. Oui, les légions avaient construit des routes pavées comme les Français ont construit des chemins de fer. Elles avaient aussi interdit les sacrifices humains comme les Français ont interdit l'esclavage, mais elles avaient aussi détruit les structures traditionnelles. Culture ancestrale, mode de vie religieux, organisation tribale, dès lors que les Européens sont majoritaires quelque part, ces traditions arabo-berbères n'ont plus de valeur. Les soldats protègent militairement les colons dont les propriétés redéfinissent complètement la politique locale. C'est cela, la révolution cruelle dont parle Bugeaud, car elle s'accompagne forcément de destructions très importantes dans le pays.
Rien que les villages agricoles par exemple, qui sont vendus comme un progrès par le gouvernement, désorganisent complètement les systèmes économiques. De nombreuses terres ont été défrichées, les cultures ont été remplacées, ce qui provoque des catastrophes pour les populations locales. Selon les autorités françaises, près de 10 à 30% de la population algérienne est morte de faim entre 1866 et 1868. Le système agricole est complètement inadapté et les mesures prises par les Français pour porter secours aux musulmans ne suffisent pas. Quant aux cités coloniales, comme Philippeville, les Arabes et les Berbères y sont régulièrement discriminés, voire maltraités par les Européens. Dès qu'un colon se dispute avec un autochtone, par exemple, les soldats exécutent parfois le musulman sans aucun jugement. Révolution cruelle, poursuit Bugeaud, qui poussera toujours les Algériens à la révolte. En 1857, quelques années après la guerre de Crimée, les colonies françaises en Algérie ont un bilan contrasté. D'un côté, il y a une réussite économique, comme à Philippeville, d'un autre côté, il y a besoin d'une présence militaire constante et massive pour éviter les soulèvements. Lorsque Fatma N'Soumer se révolte encore une fois cette année-là, le général Randon doit mobiliser 27 000 hommes pour en venir à bout. 27 000 hommes, c'est-à-dire 4 divisions, accompagnés de 10 000 mercenaires algériens pour les guider dans les montagnes. La campagne dure environ 2 à 3 mois, les Kabyles infligent au départ de fortes pertes aux Français, mais ces derniers sont en supériorité numérique. Ils lancent leurs zouaves à l'assaut des Berbères ainsi que leurs spahis, les cavaliers de l'armée d'Afrique, bien emmenés par leur général Youssouf que nous avions déjà rencontré. D'ailleurs, c'est lui qui finit par arrêter Fatma N'Soumer et qui l'emmène en détention dans un fort où elle finira ses jours. La grande révolte de Kabylie est ainsi terminée, chaque village conserve son autonomie mais reconnaît l'autorité de la France et les armes à feu sont confisquées. Randon fait quand même construire le fort Napoléon à l'entrée de leur territoire car il sait qu'il y aura d'autres soulèvements dans l'avenir. En 1860 et 1865, Napoléon III se rend 2 fois en Algérie. Comme il a l'habitude de le faire en France, il effectue des tournées dans les villes et dans les campagnes, salué à chaque fois par les foules qui viennent se masser autour de sa voiture. Pour autant, l'empereur ne cherche pas uniquement à se rendre populaire. Il est également venu régler le principal problème de l'Algérie française, qui reste selon lui la mauvaise intégration des Arabes et des Berbères dans le système colonial. Partout, à Philippeville comme dans les villages agricoles, les dits indigènes sont déconsidérés par les autorités. À part quand ils s'engagent dans l'armée, leurs rapports sociaux et économiques avec les colons sont souvent très violents et l'empereur veut changer les choses. En fait, pour Napoléon III, il faudrait tout simplement défendre la propriété indigène selon ses mots. Il veut protéger les droits des autochtones, quand bien même ceux-ci seraient régis par les lois islamiques, de façon à éviter les spoliations constantes par les Européens. Cela permettrait également d'empêcher la justice expéditive des colons et de poser des limites au pouvoir des grands propriétaires qui sont parfois tout puissants dans les provinces. Au fond, l'empereur veut que les Algériens aient un destin similaire à celui des Gaulois après l'arrivée de Rome. Si les Celtes sont devenus des Gallo-Romains, alors les dits indigènes devraient devenir des Arabo-Français selon lui. Les indigènes comme les colons ont le droit à ma protection, affirme-t-il, car je suis autant l'empereur des Français que l'empereur des Arabes. Ainsi, en espérant réconcilier le colonisateur avec le colonisé, Napoléon III sort de son chapeau une politique absolument unique dans le monde. La comparaison entre l'Empire romain et l'Empire français est constante dans son esprit, et il espère non pas forcer mais séduire les Algériens. Par exemple, tout comme les tribus celtiques avaient été invitées au Sénat de Rome, les tribus algériennes peuvent désormais voter pour participer au destin de la colonie. Fini le caractère répressif de la colonisation, Napoléon III souhaite unifier les deux civilisations sous le patronage de sa couronne. C'est pour lui la seule voie possible, car plus de 30 ans après l'arrivée des Français, Paris dépense toujours sans compter pour l'occupation militaire. Pour 200 000 colons et 2 500 000 Algériens, il doit encore maintenir plus de 75 000 soldats dans le pays. Les routes et les gares sont sans cesse surveillées et dès lors que l'armée s'absente, les propriétés coloniales sont régulièrement attaquées par les locaux. L'Algérie doit donc cesser d'être une colonie classique, mais doit devenir un royaume arabe au sein duquel les Européens et les Algériens cohabiteraient pacifiquement. Reste à savoir bien sûr comment l'ambition impériale de Napoléon III sera accueillie par les principaux intéressés. Malheureusement, dès lors que l'empereur repart en France, les directives qu'il laisse aux généraux en Algérie n'ont pas l'effet escompté par le gouvernement. Même si de nombreux Algériens sont déclarés français, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont citoyens mais qu'ils sont placés sous la protection de l'Empire, leur rapport avec les colons ne s'améliore pas. Par exemple, lors des élections au Conseil généraux, les journalistes d'Oran et d'Alger critiquent fortement le vote des Algériens. Ces derniers sont accusés de se désintéresser de la France et de ne voter que pour les intérêts des musulmans, sans considération pour les chrétiens. De leur côté, les Européens refusent catégoriquement de s'assimiler aux Arabes. Dans les salons privés, les avis sont parfois catégoriques et l'empereur est accusé de prendre parti pour les dits indigènes et de vouloir dissoudre les familles françaises.
Même si les soutiens du royaume arabe se manifestent aussi, le résultat est politiquement catastrophique pour Napoléon III. Alors qu'il était censé unifier deux civilisations, les deux camps finissent plutôt par rejeter sa politique. En 1870 par exemple, lors d'un référendum sur la nouvelle constitution de l'Empire, il obtient à peine 55% de oui en Algérie. Les colons estiment que le libéralisme de l'empereur menace leurs prérogatives et les tribus profitent des mesures libérales pour montrer leur désintérêt. La preuve, alors que Napoléon III a ouvert un programme de naturalisation pour les Algériens, ses bureaux n'ont reçu que 400 candidatures en 5 ans. Sur les 2,5 millions d'Arabes et de Berbères, moins de 0,01% d'entre eux ont souhaité rejoindre la communauté française. L'empereur aurait besoin de plus de temps pour convaincre, mais le temps justement est bien ce qui lui manque. En 1871, l'Algérie française apprend avec stupeur que la Prusse a vaincu le Second Empire. Paris est même occupé par l'envahisseur après une campagne de seulement quelques mois, un véritable effondrement pour la France. Puis, tandis que les unités d'Afrique sont transférées de toute urgence vers la métropole, la vieille prophétie du maréchal Bugeaud se réalise encore. À peine les soldats sont-ils partis que les tribus algériennes se révoltent partout où les casernes se vident. Les Kabyles, encore une fois au premier rang du soulèvement, sont rapidement rejoints par des autochtones de tout le pays. Certaines tribus restent fidèles au tricolore, mais l'ampleur des attaques surprennent les garnisons qui sont contraintes de rester dans les villes. Puis, quand les soldats reviennent en force, le Second Empire n'est plus et c'est la Troisième République qui prend le relais. Celle-ci renoue alors avec les vieilles méthodes en brûlant les villages rebelles, en affrontant les Berbères dans les montagnes et en déportant les Arabes révoltés. Le rêve d'une Algérie française aussi rayonnante que la Gaule romaine semble s'éloigner de plus en plus, et la mort de Napoléon III l'enterre à tout jamais. Cette révolte de 1871, dite la révolte de Mokrani, met donc fin à l'idée d'un royaume arabe au Maghreb central. Les deux civilisations ne se mélangeront pas et les colons vivront pour la plupart séparés des Algériens jusqu'aux accords d'Évian de 1962. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et pourquoi pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Rien n'aurait été possible sans notre partenaire, Oli, qui vous propose des boissons énergisantes et hydratantes sans sucre et sans taurine. Livré chez vous sous forme de poudre à mélanger avec de l'eau dans un shaker, vous aurez de quoi vous préparer la meilleure des mixtures au goût de votre choix. Cliquez sur le lien juste en dessous ou utilisez le code BATAILLE5 pour 5 à 10% de réduction sur vos commandes. Quant à nous, rendez-vous très vite pour l'épisode 4 où nous continuerons d'analyser la politique coloniale du Second Empire. L'Algérie n'est en effet pas la seule région où Napoléon III s'aventure, car la France tente aussi de s'installer dans le Pacifique. La Chine est à l'aube de la plus grande catastrophe militaire de son histoire, alors à très vite sur Bataille de France.